Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Alors, on va continuer ce cours de physique quantique qui est destiné aux étudiants de la filière SMP, semestre 5. Et on va continuer le premier chapitre qui s'intitule Rappel des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Et on va voir la partie 3. Donc, c'est la dernière partie sur ce chapitre. Et puis, on va continuer les chapitres suivants prochainement. Inch'Allah. Bien. Alors, dans cette partie, on va voir une particule dans un potentiel indépendant du temps. Donc, c'est une application de la résolution de l'équation de Schrödinger que nous avons déjà vue dans la vidéo précédente. Donc là, c'est une application de cette résolution. Alors, on considère une particule qui est soumise à un potentiel indépendant du temps V de R. Donc, c'est un potentiel particulier qui n'y a pas le temps dans les variables. Donc, voilà comment ça va s'exprimer son Hamiltonien. Donc, l'Hamiltonien de cette particule, c'est l'opérateur qui correspond à l'énergie cinétique. Donc, ça, le principe de correspondance dont on a parlé la dernière fois, plus l'énergie potentielle. Alors, cette fois-ci, l'énergie potentielle ne dépend pas du temps. Donc, il y a juste la variable R, la variable spatiale. OK ? Alors, dans ce cas, l'équation de Schrödinger va s'exprimer de la manière suivante. Donc, on va avoir IH bar d psi sur dt qui est égal à H psi. Et H, donc, c'est cet opérateur-là qu'on va remplacer qui va agir sur la fonction d'onde psi de RT. Donc, mais psi, c'est une psi qui dépend des deux variables, donc variable R et variable T. Bon, cette équation de Schrödinger, c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Alors, pourquoi je rappelle ceci? Eh bien, parce que dans cette partie qu'on va voir, on va voir ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc, il faut faire attention. Donc, cette équation de Schrödinger qui s'exprime sous cette forme-là, c'est une équation de Schrödinger dépendante du temps. Donc, parce qu'il y a la variable temporelle dans la fonction d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur l'expression de cette équation de Schrödinger dépendant du temps? Donc, ici, le V ne dépend que de R. Okay? Ici, le Laplacien, donc le delta ici, ce sont des dérivés par rapport aux variables spatiales. Si on considère les coordonnées cartésiennes, ce sont des dérivés secondes par rapport à X, Y et Z. Okay? Et là, c'est R. Alors, ici, le terme de gauche, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu dans la forme de cette équation de Schrödinger. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourra dire? Eh bien, on pourra dire que l'évolution temporelle et l'évolution spatiale sont indépendantes. À partir de cette équation-là, que j'ai coloriée selon si ça correspond donc la variation ou bien l'évolution dans le temps, l'évolution temporelle, et cette couleur-là, c'est l'évolution dans l'espace. Donc, vous voyez bien, on peut séparer, ils sont complètement indépendantes, ces deux écritures. Donc, on pourra dire que l'évolution selon, si vous voulez, suivant le temps et l'évolution suivant l'espace sont indépendantes. OK? Alors, dans ce cas, on utilise des notions mathématiques, on pourra faire une séparation des variables. Une séparation des variables spatiales et variables temporelles, bien sûr dans la fonction d'onde. La fonction d'onde dans ce cas-là, elle s'appelle une solution stationnaire. Bon, vous avez déjà entendu de la notion d'un état stationnaire, d'une fonction d'onde stationnaire, etc. Donc voilà un exemple. Alors, cette fonction d'onde, si vous voulez, solution de l'équation de Schrödinger, est une solution dite stationnaire. Et donc, elle peut s'écrire sous la forme, donc en utilisant la notion de la séparation des variables. Donc, psi de RT est égal à une fonction spatiale, phi de R, multipliée par une fonction temporelle f de t. Donc, cette fonction ne dépend que du temps, f, et phi ne dépend que de R. Bien. Alors, bien sûr, une autre notion que je vais rappeler ici, lorsque nous avons ces cas-là, c'est-à-dire nous avons une solution, ce qu'on appelle une solution stationnaire, une fonction d'onde stationnaire, le système est dit conservatif. Le système est dit conservatif
et son énergie totale est une énergie constante, donc l'énergie reste constante. Donc toutes ces notions-là sont équivalentes. Donc une fonction dont les variations selon R et selon T sont indépendantes, c'est-à-dire on pourra l'écrire sous forme de produit de deux fonctions spatiales et une fonction temporelle, solution stationnaire, système conservatif, donc toutes, toutes ces conséquences-là sont équivalentes, ça veut dire la même chose. Alors, lorsqu'on va remplacer l'expression de psi de RT qui est égale à ce produit-là dans l'équation de Schrödinger dépendant du temps, on va obtenir une fonction sous la forme suivante. Donc, psi de RT est égal au produit de la fonction phi de R qui multiplie cette exponentielle moins IT sur H bar. Alors, vous allez me dire d'où vient cette exponentielle. Eh bien, là, je n'ai pas fait les détails de calcul. Parce qu'il faut le remplacer. Bon, il faut remplacer dans l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Il y a une sorte de simplification et on va résoudre la partie temporelle, la partie correspondant à la fonction f de t. Et cette fonction f de t, on va trouver comme solution cette expression-là, l'exponentielle de moins ET sur h bar. Bien, alors le détail de calcul, je ne vais pas le faire ici parce que là, je fais juste un rappel. Mais vous pouvez revoir votre ancien cours du semestre précédent où il y a les détails de calcul de cette fonction, l'expression de cette fonction f de t. Mais si jamais vous n'avez pas cette démonstration, vous pouvez me laisser des commentaires. Je pourrais si vous voulez, vous publier, si vous voulez, une solution, la démonstration de cette solution. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, dans ce cas, l'autre fonction, bon, f de t, c'est l'exponentielle moins t sur h bar. On va voir ce que ça va représenter. Alors, l'autre fonction qui est la fonction spatiale, f de r, alors elle va satisfaire à ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, cette fois-ci indépendante du temps. Donc, voilà, il y a deux types d'équations de Schrödinger. Équation de Schrödinger dépendant du temps, celle que nous avons vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir l'équation de Schrödinger indépendant du temps, à laquelle va obéir cette fonction spatiale, phi de r. Donc, il n'y a pas de t. Alors, cette équation de Schrödinger indépendant du temps dans l'abréviation ESIT s'écrit de la manière suivante. Là aussi, on la démontre, donc vous pouvez revoir la démonstration comme la fonction f de t. Ici, c'est une équation qu'on déduit en remplaçant psi de rt général. Alors, cette équation de Schrödinger, donc vous voyez bien là, il y a juste la variable R qui intervient. Donc, nous avons l'hamiltonien qui est cet opérateur-là, moins h bar carré delta sur 2m qui agit sur la fonction phi de R. Donc, ce sont des dérivées secondes par rapport aux variables spatiales, plus l'énergie potentielle qui ne dépend que de R multipliée par la fonction phi de R, qui est égale à l'énergie de cette particule, multipliée par phi de R. Alors, dans ce cas, on peut écrire cette équation de Schrödinger indépendant du temps sous la forme suivante. Donc, nous avons H phi de R est égal à E phi de R. Alors, faites attention, je rappelle ce que j'ai déjà indiqué, ce que j'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, c'est que ici, ce n'est pas une multiplication, surtout au côté gauche là. Donc, H, c'est un opérateur qui va agir. Donc, faites attention, ce n'est pas une multiplication, on pourra simplifier par phi à gauche et à droite. Donc, H, ce n'est pas E, ce n'est pas égal à E. Donc, H, c'est un opérateur sur la fonction phi de R, et le résultat de cette action de H sur phi de R est égal à l'énergie du système multipliée par phi de R. Donc, cette équation contient des informations. Donc, ce n'est pas une multiplication tout court. Alors, on l'appelle l'équation aux valeurs propres. Bien sûr, cette équation aux valeurs propres, ces équations aux valeurs propres d'une manière générale, on va les voir d'une manière un petit peu plus détaillée dans le chapitre 2. On va en parler d'une manière explicite. Donc, c'est une équation aux valeurs propres. Alors, dans ce cas, le E, il s'appelle la valeur propre ou bien énergie propre de l'hamiltonien H. Donc, vous voyez, donc E, qui est une variable scalaire, et la valeur propre est appelée la valeur propre, ou bien on dit aussi une énergie propre de H. La fonction phi de R est appelée la fonction propre de H, ou bien un état propre de H, de l'hamiltonien H. Bien sûr,
ceci, on va le voir aussi, enfin, on va voir tout ça en détail quand on va voir le chapitre 2 correspondant au formalisme. Eh bien, bon, faites attention, parfois il y a des publications qui écrivent cette écriture-là, H phi égale à E phi. Bon, faites attention, ce n'est pas l'équation de Schrödinger générale, dépendant du temps. C'est une équation de Schrödinger particulière. C'est le cas où le potentiel est indépendant du temps. Okay, donc, faites attention quand vous consultez, si vous voulez, la publication. Alors, on va appliquer cette notion de potentiel indépendant du temps et on va voir un cas physique bien particulier comme application. C'est le cas d'un puits de potentiel infini à une dimension. Donc, on ne va pas utiliser la variable R, mais on va utiliser une dimension, c'est-à-dire juste la variable X. Donc, c'est on va l'appeler, enfin, cette application s'appelle cas d'un puits de potentiel infini à une dimension. Donc, on va considérer une particule qui a une énergie E qui est soumise à ce puits de potentiel infini de largeur A. Donc, c'est un puits qui a une certaine largeur. Alors, l'énergie potentielle va s'exprimer pour ce cas-là. On a l'énergie potentielle égale à 0 lorsque X appartient à cet intervalle 0A et V de X est égal à l'infini, est égal à plus l'infini, lorsque X est à l'extérieur, n'appartient pas à cet intervalle. Voilà donc la représentation graphique de cette énergie potentielle. Voilà V de X, voilà le puits. Donc le puits, il a une profondeur, et cette profondeur est égale à l'infini. La largeur du puits est égale à A. Donc ici, voilà la largeur, c'est cette distance-là. Donc ici, voilà le A, 0, à partir du 0. Cette distance-là est égale à A. Donc à l'extérieur, si vous voulez, lorsque X est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, le potentiel est égal à l'infini. Et lorsque X est strictement supérieur à A, le potentiel est égal à l'infini. Bon, là, si vous constatez, j'utilise le terme potentiel. Bon, alors, dorénavant, si vous voulez, l'appellation énergie potentielle, on va simplifier, si vous voulez, la prononciation, on va juste parler du potentiel. Alors, ce qui veut dire une énergie potentielle. Alors, à l'intérieur du puits, c'est-à-dire lorsque X est compris entre 0 et 1, cette énergie potentielle est nulle, est égale à 0. Voilà donc la représentation graphique de ces données-là. Donc, ce sont des données particulières. Bien sûr, c'est un système physique qui obéit à cette si vous voulez, à cette application. Alors, dans ce cas, on va résoudre, bien sûr, l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Indépendant du temps, mais à une dimension, parce que là, on va considérer juste la variable x. Donc, h phi égale à e phi. Donc, c'est un cas, bien sûr, là, on est toujours dans le cas du potentiel indépendant du temps. Et là, c'est un puits de potentiel infini. Bien sûr, cette application, vous l'avez aussi vue dans le semestre précédent. Là, je vais donner les grandes notions, les grands points correspondant à la solution, à la résolution de ce système, de ce problème du puits de potentiel infini. Alors, ce que je dois dire là, c'est lorsque X n'appartient pas à cet intervalle 0,1, le potentiel est infini. Donc là, c'est une donnée. Alors, la résolution, bon, je ne vais pas donner, si vous voulez, le détail de la résolution, mais la résolution implique que la probabilité de trouver la particule à l'extérieur de cet intervalle est nulle. C'est-à-dire, pour X n'appartient pas à cet intervalle. Partout donc. Pour X strictement inférieur à 0 et pour X strictement supérieur à A, la probabilité de trouver la particule dans ces deux régions est nulle. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver, il est impossible de trouver la particule à l'extérieur du puits. On pourra le dire comme ça. C'est-à-dire, la fonction d'onde, on pourra l'appeler la fonction d'onde aussi, on va voir pourquoi. La fonction d'onde, elle est nulle. La probabilité, elle est nulle. La fonction d'onde, elle est nulle. Alors, comment on exprime, si vous voulez, cette notion? On pourra dire, on dit que la particule, elle va être confinée dans le puits. Elle ne peut pas sortir du puits parce qu'il est impossible de la trouver à l'extérieur. Bien. Alors, si vous voulez, à l'intérieur du puits, c'est-à-dire lorsque X appartient à cet intervalle 0,1, le potentiel est nul. Donc, V égale à 0.
Donc, l'équation de Schrödinger indépendant du temps va s'écrire sous la forme suivante. Donc, le V égale à 0, V de x égale à 0 dans cet intervalle, 0, 1, 0, 1. Donc, il y aura juste, si vous voulez, l'opérateur correspondant à l'énergie cinétique. L'opérateur correspondant à l'énergie potentielle est nul. Donc, on aura H phi. Bon, le H ici, c'est moins H bar carré sur 2m d2 sur dx2 est égal à E phi. Donc là, je remplace tout simplement dans l'équation de Schrödinger indépendant du temps. Et on pourra écrire cette équation de Schrödinger sous la forme suivante. Donc, on pourra arranger la forme. C'est une forme que vous connaissez, vous l'avez déjà vue. Donc, phi seconde, là. Alors, phi seconde, ça veut dire que c'est cette dérivée seconde par rapport à x. Donc, phi seconde de x plus k carré phi de x égale à 0. Alors, k carré, on le pose égal à 2me divisé par h par carré. C'est-à-dire, bon, ce qu'on a fait passer le e ici, donc moins, donc on simplifie par moins, et puis on multiplie le tout par 2m sur h bar carré, ça donne phi seconde de x plus k carré, qui est égal à 2me sur h bar carré, phi de x égale à 0. Alors k, bon, k c'est un terme, bon, une expression qui est la suivante, mais il a une interprétation physique, c'est que k, ici, dans ce cas, c'est le nombre d'ondes à l'intérieur du puits. C'est le nombre d'ondes à l'intérieur des puits. On va, bon, si vous avez compris, c'est bon, mais on va voir pourquoi par la suite. Si vous voulez, c'est une variable physique. Bien. Alors, on passe à la résolution maintenant. Donc, avec cette équation de Schrödinger, bon, je reviens vers l'équation, pardon, ici. Je reviens vers l'équation de Schrödinger, phi seconde plus k carré, phi de x égale à 0. Alors, cette équation, la forme de cette équation de Schrödinger, qui est une équation différentielle de deuxième ordre, k est une constante, on connaît la solution de cette équation. C'est-à-dire, on pourra exprimer directement la solution mathématique. Donc, ça, ce sont des notions mathématiques qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Donc, la solution s'écrit sous la forme suivante. Donc, phi de x égale à a sinus kx plus phi. Alors, les a et phi sont de constantes d'intégration qu'on va déterminer par la suite. Le x, c'est la variable, bien sûr, spatiale x. Le k, c'est le nombre d'ondes qu'on a défini tout à l'heure. Bien. Alors, pour résoudre cette fonction, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions de continuité de la fonction d'onde. On les appelle les conditions de raccordement aussi de la fonction d'onde en deux points x égale à 0 et x égale à a. X égale à 0 et x égale à a. C'est-à-dire les points là où le potentiel va changer. C'est-à-dire lorsque on passe, bon là j'ai représenté juste le V égale à 0 parce qu'on va travailler maintenant juste à l'intérieur du puits. À l'extérieur, le potentiel il est égal à l'infini. Mais les points où le potentiel va changer sont les points x égale à 0 et les points x égale à 1. Okay? Donc, lorsque le potentiel passe d'une valeur à une autre, de 0 vers l'infini, la fonction d'onde est continue. Et de la même manière, lorsque le potentiel passe de 0 à l'infini au point x égale à 1, la fonction d'onde, elle est continue en ces points-là. Donc, c'est la continuité de la fonction d'onde au point de changement de l'énergie potentielle. Alors, bon, je pourrais aussi rappeler des notions de la résolution de l'équation de Schrödinger ou bien ce qu'on appelle en général le cas des potentiels carrés. Donc, c'est un exemple d'un potentiel sous forme carrée. Bon, vous avez vu d'autres formes, vous avez vu la notion de la barrière de potentiel, la marche de potentiel, un puits de potentiel fini. Tout ça sont des exemples, des applications de la notion de particules indépendantes, particules dans un potentiel indépendant du temps, et le cas particulier où le potentiel il a une forme carrée. Donc, la fonction d'onde elle est continue au point x égale à 0 et x égale à 1. Mais bon, on pourra dire ici que sa dérivée n'est pas continue. Ce n'est pas comme le cas des potentiels finis. Bon, là, je donne un petit rappel, si ça vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu précédemment. Mais on n'aura pas besoin ici dans cette application. Bien, alors, au point x égale à 0, là, je remplace les x par 0, ici et là. Donc, je vais avoir phi de 0 est égal tout simplement à a sinus phi. A sinus phi, parce que x égale à 0. Et qui est égal à 0, pourquoi? Parce qu'on a vu que la fonction phi de x, elle est nulle à gauche, ici. Donc là, on considère la continuité en ce point. Donc la fonction d'onde à droite, au point 0, est égale à la fonction d'onde à gauche, au point 0.
La fonction d'onde à gauche au point 0, elle est nulle. Bon, elle est nulle partout, hein, dans tout ce domaine. Et la fonction d'onde à droite au point 0 est égale à cette fonction-là au point 0. Hein. Donc voilà, c'est phi de 0, hein, qui est égal à A sinus phi, et qui est égal à 0. C'est la fonction d'onde à l'extérieur, ici, à gauche, qui est égale à 0. Donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Bien, alors on pourra donc déduire l'expression, la valeur de phi. Hein. Bien sûr, lorsque A sinus phi égale à 0, on ne peut pas déduire que A égale à 0, hein, parce que A, ça représente l'amplitude de notre fonction d'onde. A est différent, bien sûr, parce que si A égale à 0, il n'y aura rien du tout. Hein, il n'y a pas de solution carrément. Donc A est différent de 0, donc la seule solution, c'est sinus phi égale à 0. On sait, lorsque sinus phi égale à 0, on a un certain nombre de valeurs de phi, hein, donc on pourra écrire phi égale à npi, mais on va choisir la solution la plus simple pour n égale à 0, c'est-à-dire phi égale à 0. Okay? C'est un cas particulier, bon, ça représente juste un terme de phase qu'on met égal à 0. Bien, alors on va remplacer ce phi égal à 0 dans la fonction d'onde. Donc, on va avoir juste A sinus kx maintenant qui va rester. Okay, donc, la fonction d'onde, après avoir trouvé la valeur de phi égale à 0, donc phi égale à 0, il y aura juste ce terme-là. Donc, on va passer maintenant vers l'autre point, x égale à A, c'est-à-dire ici. Alors ici, on va écrire aussi la fonction d'onde à gauche au point A est égale à la fonction d'onde à droite au point A. C'est-à-dire la fonction d'onde à gauche, c'est phi de A égale à A sinus Ka. Alors, on a déjà phi égale à 0, on ne va plus l'utiliser maintenant, qui est égal à phi de A à droite qui est égal à 0. Hein? OK? Allons-y. Voilà ce qu'on va écrire. Donc, phi au point A, c'est la valeur de la fonction d'onde au point A, est égal à A sinus K multiplié par A. Donc, j'ai remplacé les x par A. Phi, ça y est, on ne va plus le voir parce qu'on a pris la valeur 0, qui est égale à 0. Alors, 0, c'est la fonction d'onde à droite par rapport au puits, qui est nulle. Alors là, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, A est toujours différent de 0, bien évidemment. Donc, maintenant, c'est sinus Ka qui est égal à 0. Alors là, on va écrire Ka qui est comme solution. Donc, Ka égale à NP, hein, qui est égal à NP, mais ici, N doit être différent de 0. Hein, OK? Donc, N, c'est un entier naturel différent de 0 qui appartient à N étoile. Alors, donc K ici, qui est le nombre d'ondes, je rappelle, on va lui donner un indice N. Donc, ça va devenir K indice N qui est égal à NP divisé par 1. Donc, N, c'est l'entier naturel qui est différent de 0. Je vais dire pourquoi, mais je continue l'identification. Pi, bon, c'est la valeur de pi. Et A, c'est la largeur du puits ici. Alors, pourquoi N doit être différent de 0? Parce qu'on ne peut pas avoir sinus égal à 0. Hein. Donc, si sinus égale à 0, la fonction d'onde égale à 0, donc il n'y aura plus rien. Il n'y a pas de particules, on n'a plus de solution. Hein. Donc, la solution à l'intérieur du puits, elle est différente de 0. Hein. Bien, donc on obtient le nombre d'ondes sous cette forme-là, K indice N, qui est égal à NP sur A. Alors, ce nombre d'ondes, il va avoir donc des valeurs discontinues. C'est-à-dire, il va avoir la valeur, par exemple, K1, c'est pi sur A, K2, c'est 2pi sur A, K3, c'est 3pi sur A, donc des valeurs, si vous voulez, discontinues. Alors, comment on va dire sur ce nombre d'ondes? Eh bien, cette expression-là, ça représente la quantification du nombre d'ondes. Hein. Donc, le nombre d'ondes est une grandeur quantifiée. Hein. On va la remplacer dans l'expression de l'énergie de la particule. Hein. Donc là, je rappelle, l'énergie de la particule ici, c'est une énergie qui est purement cinétique. C'est un cas où le potentiel est égal à 0. Hein. Le potentiel égal à 0, l'énergie potentielle égale à 0. Donc l'énergie de la particule E, c'est une énergie purement cinétique qui s'exprime P carré sur 2m. Donc tout ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc là, je remplace l'énergie est égal à P carré sur 2m. En même temps, je vais remplacer P, l'impulsion, par H bar Kn. Hein, donc là, je ne rappelle pas toutes les formules. Hein, vous pouvez revoir la vidéo précédente pour voir les détails des expressions que nous avons déjà utilisées. Et voilà, donc l'énergie de cette particule va s'écrire
h bar carré kn au carré divisé par 2m. Pourquoi? Là, c'est p carré là. Hein, donc, cette expression-là, h bar carré kn au carré, c'est p carré. Et p égale à h bar k, l'impulsion égale à h bar k. Donc, p carré, c'est h bar carré multiplié par k. Bon, ici, nous avons un kn, un k qui est quantifié, un nombre d'ondes qui est quantifié, un nombre d'ondes qui est discret. Donc, kn au carré. Donc, puisque le nombre d'ondes est quantifié, donc l'énergie aussi. Hein. L'énergie va être quantifiée et va s'exprimer aussi en fonction de n, le nombre entier n qui est différent de 0, je rappelle. Donc, l'énergie de cette particule va s'écrire sous cette forme-là, n carré, h bar carré, pi carré, sur 2m a au carré. Là, j'ai juste remplacé le kn hein, au carré. Donc, le kn au carré, c'est n carré, pi carré sur a carré. Voilà, donc n carré, pi carré sur a carré. Et nous avons h bar carré sur 2m. On l'a mis ici. Alors là aussi, on déduit que l'énergie de cette particule, elle est quantifiée. Hein. Voilà une, si vous voulez, une notion caractéristique de cette physique quantique. C'est que c'est pas comme la physique classique, toutes les variables sont continues, varient d'une manière continue. Alors ici, on va voir les grandeurs physiques vont être quantifiées. Voilà donc déjà deux exemples. Le nombre d'ondes qui est une grandeur physique et l'énergie de la particule, il est quantifié. Je vais vous donner une représentation à la fin de cette vidéo pour que vous la voyez sous forme sur une figure. Hein. Voilà. Donc, on déduit que le nombre d'ondes quantifiées, l'énergie, elle est quantifiée. Alors, les états stationnaires vont être aussi quantifiés. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons la solution de cette équation Schrödinger qui est égale à A sinus kx. Le k, il est quantifié. Le kn, le voici. Hein? On remplace ici en fonction de n qui est A. Donc, les phi vont être aussi quantifiées, les fonctions d'onde, hein? Les solutions stationnaires, ou bien les états stationnaires. Donc, on va avoir phi n qui va dépendre de la valeur de n ici. Le n, il est, je rappelle, c'est un entier qui n'est pas nul. Hein, parce que s'il est nul, on n'aura rien du tout. Tout égal à 0. C'est impossible. Hein, c'est absurde. Alors, qu'est-ce qui reste à déterminer maintenant? Donc, voilà la forme de la solution de l'équation de Schrödinger indépendant du temps. On a déterminé le phi, on a déterminé le k, n. Il reste à déterminer cette constante-là, a. Alors, cette constante, on l'appelle la constante de normalisation. Alors, c'est une constante de normalisation parce que toujours, il faut obtenir des solutions qui doivent être, des fonctions d'onde qui doivent être normées, qui doivent être normalisées, comme j'en ai déjà parlé précédemment. Donc, on va utiliser la condition de normalisation de cette fonction d'onde hein, dans l'espace 0a. Donc, il y aura l'intégrale de 0 à 1 du module de phi n au carré. Bien sûr, là, pardon, j'ai oublié un dx. Donc là, il y a un dx qui manque. Donc, je m'excuse, hein, vous pouvez le rectifier. Peut-être que je vais le rectifier plus tard. Mais là, je vais continuer. Mais là, il y a une erreur. Hein. Donc là, c'est un dx. Donc, le module de phi n x au carré, dx, égale à 1. OK? Alors, on va remplacer tout ça dans cette intégrale. On va avoir ceci. Bien sûr, le a est une constante qui va sortir. Donc, on va avoir sinus carré npi x sur a. Hein. Là aussi, j'ai oublié le dx. Hein, donc, bon, pardon. Hein. Alors, cette relation exprime la probabilité de trouver la particule dans le puits. Hein. Donc, la probabilité de trouver la particule dans le puits, elle est égale à 1. Donc, on est sûr, ça veut dire qu'on est certain, on est sûr que la particule se trouve dans le puits. Une autre manière, enfin, une autre façon de dire, il est impossible, donc là, voilà l'explication de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il est impossible de trouver la particule à l'extérieur du puits. Hein. C'est-à-dire, la particule, on dit que la particule, elle est confinée dans le puits, il est piégé dans le puits. Hein, parce que la probabilité totale, la valeur maximale d'une probabilité, c'est 1. Hein. Bien, alors, bien sûr, cette intégrale-là de sinus carré dx, là, je rappelle, donc là, il faut rajouter un dx. Donc, l'intégrale de sinus carré dx égale à 1. On pourra donc intégrer le sinus carré d'une manière facile. On obtient donc la valeur de a. Voilà donc la valeur de la constante a, c'est racine de 2 sur a. Bon, je suppose que vous allez pouvoir faire... Bon, vous pouvez revoir les démonstrations, ce que vous avez fait déjà dans le semestre précédent, mais sinon, je pourrais vous publier une démonstration si vous en avez besoin.
Donc, laissez-moi des commentaires, etc. Donc, on remplace tout ça dans la fonction d'onde, on remplace le A, et voilà donc l'expression finale de la solution de l'équation de Schrödinger dans le puits. Donc, les fonctions d'onde sont des fonctions en sinus, donc ce sont des fonctions sinusoïdales qui ont la forme suivante. Bien. Alors, maintenant, je vais donner, si vous voulez, pour terminer, je vais donner une représentation de ces fonctions d'onde et des niveaux d'énergie quantifiés de cette particule-là qui est confinée dans un puits de potentiel infini. Donc, une représentation graphique, aussi bien des énergies quantifiées que des fonctions d'onde, des solutions quantifiées que j'ai rappelées ici. OK? Donc, voilà. Pardon. Voilà. Voilà donc la représentation graphique de toutes ces solutions qu'on a vues. Hein. Donc, le puits, le voici. Hein. La largeur A, la voici. Hein. Donc là, c'est un puits de largeur A. Voilà, là, ici, E1, c'est la valeur de l'énergie, on pourra dire de l'état fondamental, qui est égal à ceci. Hein, qui est égal à H bar carré sur 8M. Pardon, c'est pas H bar carré, mais c'est H. Hein, donc, on a simplifié par les pi. On a H carré sur 8M A carré. Hein, donc, on a remplacé N par 1 dans l'expression En précédente. OK? Et lorsqu'on va multiplier par N carré ici, on aura les énergies En. Hein, donc, les énergies En, c'est-à-dire pour N, pour n'importe quelle valeur de N, si vous voulez, différente de 0, s'exprime d'une manière générale sous la forme suivante. Voilà, donc voilà E1, voilà l'énergie du niveau fondamental, voilà l'énergie du premier niveau excité, donc N égale à 2, donc on aura N carré ici, donc 4 multiplié par E1. Voilà l'énergie du deuxième niveau excité, c'est N carré, donc c'est 3 au carré 9, E1. Voilà donc la représentation des 3 premiers niveaux d'énergie, et voilà la représentation des 3 premières fonctions d'onde. Voilà donc la fonction d'onde de l'état fondamental, elle est représentée dans le puits. Voilà la fonction d'onde du premier niveau excité, donc elle va s'annuler là, on les appelle des nœuds, hein, donc elle aura un nœud. Bon, le nombre de nœuds en général, c'est n-1, hein, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, on a 2 nœuds, hein, donc pour le deuxième niveau excité, donc il y a 2 nœuds là, à l'intérieur du puits, hein, donc c'est n-1, donc c'est 2. Voilà, donc vous voyez bien les fonctions sinusoïdales, hein, le sinus carrément, donc le sinus. Hein. Ici, c'est une demi-période, hein, demi-période spatiale. Hein. Là, c'est une période, et là, c'est une période et demie. Hein. Donc, si je considère du point zéro, donc voilà une période et demie. OK? Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette partie. Donc, et c'est la fin de tout le chapitre. Donc, voilà, donc on a terminé le premier chapitre de ce cours de physique quantique qui s'intitule Rappel des concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Et on va continuer, donc on va voir dans la prochaine vidéo, donc le chapitre 2, hein, qui va être sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Merci.